Alors les idées de Wegener vont être oubliées pendant plusieurs décennies, jusque le début des années 60, où toute une série de géophysiciens vont s'y intéresser. Alors c'est d'abord le fond des océans qui va attirer l'attention des chercheurs. C'est lié évidemment au développement de l'exploration sous-marine. Et dans le fond des océans, qu'auparavant on croyait absolument plat, qu'on va observer des chaînes de montagnes immenses, plus grandes que les chaînes de montagnes des continents, on va les appeler des dorsales océaniques, et des fosses extrêmement profondes. Dans les fosses les plus profondes, on peut facilement mettre l'Everest, et il sera loin de dépasser la surface de la mer. Alors ces fosses et ces dorsales vont faire l'objet de toute une série d'études géophysiques. Par exemple, Maynes, en 23, va prendre un pendule dans un sous-marin et va mesurer la gravité sous les océans et constater que la pesanteur est plus faible au niveau des fosses océaniques alors que on est plus près, puisque les fosses sont très profondes, des roches denses du manteau. Donc pour expliquer cette anomalie, Maynes va dire que des forces importantes vont tirer la croûte légère au sein du manteau plus dense. C'est la seule façon d'expliquer cette anomalie de gravité. Dans un autre domaine, Bullard, ici c'est le flux de chaleur qui va mesurer également en sous-marin au milieu de la dorsale médio-atlantique, où il constate qu'elle est beaucoup plus élevée qu'ailleurs dans l'océan, et également au niveau des fosses, où il va voir que le flux de chaleur est beaucoup moins élevé que la normale. Deux chercheurs, on est déjà dans les années 40, là, Holmes et Griggs, vont reprendre une ancienne idée, c'est l'idée de Fischer et des courants de convection. La chaleur radioactive chaufferait le manteau de la Terre, formant des courants ascendants, et en remontant, ces courants pourraient fragmenter un continent, et les fragments pourraient s'écarter jusqu'à ce qu'ils soient entraînés par un courant descendant. C'était donc l'hypothèse de Fischer, et Holmes et Griggs supposent que les fosses océaniques pourraient être le lieu de ces courants, ce qui expliquerait l'anomalie de gravité avec des parties de croûte légère tirées au sein du manteau, et ça expliquerait aussi l'anomalie constatée par Bullard, où on a un flux de chaleur qui est très faible au niveau des fosses. Autre constatation liée également à l'exploration progressive des fonds océaniques, c'est la faible épaisseur des sédiments déposés sur les fonds océaniques. Au taux auquel ces sédiments se déposent, la totalité des sédiments océaniques ne représenterait que 100 millions d'années, c'est-à-dire très peu de l'histoire de la Terre. Une autre constatation qui va dans le même sens, c'est que l'âge des volcans sous-marins et des laves va augmenter avec leur éloignement des dorsales médio-océaniques, ce qui veut dire, bien sûr, que la situation médiane au milieu des océans des dorsales n'est pas du tout due au hasard. En fait, l'écartement des continents y a commencé. Et si on rajoute à ça le système des courants de convection, on arrive à l'hypothèse de l'expansion des fonds océaniques, qui est le nom actuel de la dérive des continents. Alors, d'autres données vont confirmer maintenant cette hypothèse de l'expansion des fonds océaniques. Ce sont des données sur la magnétisation des roches. Quand les laves refroidissent sous un
certains points, une certaine température qu'on appelle le point de Curie, les particules magnétiques qui sont présentes dans ces laves vont être figées dans la direction et l'inclinaison du champ magnétique qui règne à l'époque. Or, on constate que pour beaucoup de roches du fond océanique, cette direction et cette inclinaison du champ magnétique sont variables. Deux conclusions possibles, soit les pôles n'étaient pas au même endroit lors du refroidissement de ces laves, soit les roches ont changé de place par rapport aux pôles, et c'est bien sûr l'hypothèse qui va être suivie et qui va permettre d'expliquer le déplacement des plaques. Ce sont deux chercheurs qui vont mettre tout ça en ordre et qui vont proposer deux hypothèses. 1. Le fond marin est créé à l'endroit des dorsales sous-marines, donc ça veut dire que les plaques qui forment le fond des océans est créé au niveau des dorsales. Et 2. Il existe une inversion périodique du champ magnétique terrestre, et donc ces inversions vont être enregistrées en bande parallèle à la dorsale à mesure que de nouveaux fonds sont créés. On observe donc que les plaques sont porteuses de bandes magnétiques plus ou moins parallèles aux dorsales. Alors, ça a permis de se rendre compte de l'âge de la croûte océanique, de se rendre compte de sa symétrie par rapport au dorsal, ce que vous voyez très bien ici au niveau du schéma. Et les couleurs vous montrent que l'essentiel des fonds océaniques est, comme on le disait tout à l'heure, très peu âgé. Vous avez des âges nuls au niveau des dorsales, et dans les zones les plus éloignées des dorsales au niveau des continents, vous arrivez à 150, 160 millions d'années. Quelles sont les bases de la théorie de l'expansion des fonds océaniques intégrées dans le modèle général de la tectonique des plaques? Donc voilà un petit schéma. Un élément important, c'est l'existence d'un découplage mécanique entre la lithosphère, c'est-à-dire la partie rigide formant la croûte terrestre. En fait, c'est la croûte terrestre plus un morceau du manteau, et l'asténosphère, qui est non pas rigide, non pas fondue, mais suffisamment souple pour permettre un mouvement. Et ce découplage va permettre la mobilité continentale. Les plaques sont donc animées de mouvements horizontaux liés à la convection dans le manteau, et il ne faut pas l'oublier, on observe aussi les mouvements verticaux. On parle pour les mouvements verticaux d'isostasie, et je vous en reparlerai plus tard. Les plaques vont naître au niveau des dorsales océaniques par remontée de matériaux venant du manteau. Voilà un bel exemple, c'est le seul exemple connu à la surface de la Terre actuelle d'une dorsale océanique qui passe en milieu aérien, donc on peut l'observer bien sûr. C'est en Islande. En jaune, vous voyez le tracé de la dorsale médio-atlantique, donc vous voyez bien qu'elle passe au niveau du milieu de l'Islande, avec un écartement de plusieurs centimètres par an. Cette dorsale va passer entre les deux grands glaciers Vatna et un autre glacier au milieu de l'Islande. Vous voyez d'ailleurs que toute une série de structures du paysage
matérialise la présence de cette immense fracture entre les deux côtés de l'Islande. Vous voyez notamment une rivière qui va se jeter dans cette fracture. Et on va voir le paysage à ce niveau-là. Vous avez des accumulations de couches de lave à gauche et à droite. Le chemin au milieu matérialise la séparation entre les deux parties de l'Islande, une partie est et une partie ouest. Alors pour fixer les idées, un petit schéma, une coupe dans une de ces dorsales océaniques, vous voyez que la largeur de la dorsale est très importante, c'est de l'ordre de 1000 km. Au centre de cette dorsale, vous avez une ouverture qui va être responsable d'un effondrement. Cette ouverture fait entre 10 et 30 km de large. Au point de vue des hauteurs, la hauteur totale de la dorsale, c'est 3 km par rapport au fond marin. Et la profondeur de la vallée axiale, c'est 1 à 2 km. Alors, au point de vue de la longueur des dorsales, c'est énorme, puisque la longueur totale sur la planète, c'est 60 000 km, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus que n'importe quelle chaîne de montagne continentale. La vitesse d'expansion, c'est-à-dire de formation de la nouvelle croûte océanique, est de l'ordre de 1 à 15 cm par an. Les plaques, encore une fois, puisque la Terre n'augmente pas de taille, ce qui est formé d'un côté doit disparaître de l'autre, et les plaques disparaissent dans les fosses océaniques par un phénomène qu'on appelle la subduction. Alors il y a plusieurs endroits sur la Terre où on peut observer des zones de subduction, notamment ici au niveau des Antilles dans l'Atlantique. Vous avez la plaque atlantique qui s'enfonce sous la plaque des Caraïbes. On regarde au niveau de la Martinique, un des volcans liés à cette zone de subduction, c'est la fameuse montagne Pelée dont je vous reparlerai plus tard. On a vu que au niveau des dorsales océaniques, on avait un mouvement d'écartement. Au niveau des fosses océaniques, on a un mouvement de rapprochement. Il y a un troisième mouvement possible dans la théorie de la tectonique des plaques, c'est un simple mouvement de coulissement. Et ça se fait au niveau de ce qu'on appelle des failles transformantes, où deux plaques vont coulisser l'une par rapport à l'autre. L'exemple le plus connu d'une faille transformante, donc d'un coulissement entre deux plaques, c'est la faille de San Andreas, où vous avez des mouvements qui sont extrêmement importants. Voilà un relief qui matérialise le passage de cette faille de San Andreas.